Donc, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits est un livre qui appartient à un cycle de 3 ouvrages dont les titres commencent tous par Comment parler et dans lesquels j'essaye de fonder ce que j'appelle la critique par ignorance, c'est-à-dire une critique qui tient sa richesse du fait que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal ce dont on parle. Dans le premier livre de cette série, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, je montrais comment on peut avoir une conversation passionnante à propos d'un livre que l'on n'a pas lu avec quelqu'un qui ne l'a pas lu davantage. Dans le second volume, Comment parler des lieux où l'on n'a pas été, je rappelais comment un certain nombre d'écrivains voyageurs ont décrit des pays étrangers avec d'autant plus de force et de pertinence qu'ils avaient pris soin, comme Marco Polo demeurait à Venise, de rester à la maison. Dans ce troisième ouvrage, donc, je réhabilite les fake news, dont je pense qu'elles sont injustement traitées, et je montre comment, dans la vie individuelle comme dans la vie collective, elles peuvent être source de créativité. Pensez à la vie individuelle, à la vie privée, et à la manière dont des informations fausses permettent de huiler les relations entre les personnes. Je montre comment Anaïs Nin, par exemple, qui avait 2 maris, elle en avait installé l'un sur la côte est et l'autre sur la côte ouest des États-Unis, a pu s'inspirer de ces fictions domestiques dans son œuvre. Pensons à l'histoire. Quel plus bel exemple pour réfléchir sur le parallèle entre la Révolution française et la Révolution américaine que de relire les Mémoires d'outre-tombe et la rencontre par Chateaubriand du président des États-Unis, le général George Washington. Une rencontre dont il nous dit que le président des États-Unis ne se souvient probablement pas, ce qui est d'autant plus vraisemblable que les historiens ont montré qu'elle n'avait jamais eu lieu que dans l'imagination de l'écrivain. Et il en va de même dans le domaine de l'anthropologie. Pensez au livre de Margaret Mead sur la sexualité des habitants des îles Samoa, qui dans les années 30 va bouleverser notre représentation de la sexualité, alors même qu'il a été montré ensuite que Margaret Mead s'était inspirée de récits fallacieux de jeunes Samoanes, d'autant plus débridés dans leurs inventions de la sexualité samoane que celle-ci était particulièrement rigide. Qui aujourd'hui peut sérieusement travailler sur la notion de panique sans se référer à la Grande Panique qui a jeté sur les routes des centaines de milliers d'Américains en 1938 après qu'ils ont écouté l'émission d'Orson Welles racontant l'arrivée des extraterrestres. Une panique qui en fait ne s'est jamais produite comme l'ont montré les découvertes récentes, mais qui n'a pas empêché des recherches scientifiques sérieuses de progresser. L'être humain, j'essaie de le montrer dans ce livre, est fondamentalement, plus encore qu'un être de langage, un être de récit. Et je fais l'hypothèse que dès l'époque des cavernes, les hommes et les femmes embellissaient leur cueillette et leur chasse le soir à la veillée de récits mirifiques pour se mettre en valeur ou attirer l'attention de leur auditoire. Dans ce livre, d'une certaine manière, je montre ce que j'appellerais la fécondité du faux, en nous faisant sortir de notre zone de confort, en nous faisant explorer des univers parallèles. L'information fausse est une très bonne initiation, comme le montrent les exemples littéraires et scientifiques au développement de notre créativité.